Si vous êtes tombé sur cette vidéo, il y a de fortes chances que vous soyez un closer en activité et malgré le fait que vous connaissiez bien votre script, eh bien vous tombez parfois sur des objections telles que je vais réfléchir et vous savez pas forcément trop comment vous y prendre. Eh bien dans cette vidéo, on va voir comment traiter cette objection. Vous allez voir comment on va le faire de manière factuelle, mais on va voir également tout ce qui se joue entre vos deux oreilles qui fait que vous n'arrivez pas à retenir le prospect. Julien, bonjour. Comment vas-tu, Kevin, aujourd'hui? Ça va super bien. Et on va commencer avec la première question. Et la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui se joue pour un closer, mais également pour un prospect, quand il y a je vais réfléchir. La fameuse objection, je vais réfléchir. On l'a tous eu, elle fait partie de ces fameuses objections avec le partenaire, avec est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois qui arrive directement. Le premier sujet, quand un prospect nous dit je vais réfléchir, on le sait tous, c'est un écran de fumée. Plein d'acteurs en parlent, Jonathan Belfort en parlait déjà également. Euh, c'est une barrière de protection en fait que le prospect se met à ce moment-là pour pouvoir justement se permettre de souffler et avoir un sas de décompression. Donc le premier, c'est on sait que ça va arriver, mais souvent, quand ça arrive, c'est aussi parce qu'en amont, on n'est pas allé voir certaines choses. Donc, moi, ce que je voudrais dire, en fait, aux closers qui sont là, c'est, OK, c'est trop bien que ça arrive là. Ça montre juste sur quoi on peut avoir besoin de travailler en amont. Et toi, même avec les closers qu'on accompagne, ils se sentent pas à l'aise, finalement, avec ça. Et avant qu'on décrive un petit peu plus qu'est-ce qui se joue derrière, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un closer se sent pas à l'aise dès qu'il reçoit une objection? En fait, tu as deux possibilités. Soit de manière factuelle, en gros, j'ai pas la contre-objection. Donc finalement, je me trouve un petit peu les pieds dans l'eau. Ou là, c'était pas les pieds dans l'eau, mais tu as compris. Je me retrouve un petit peu face à l'objection et je l'ai pas préparé. Et après, je l'ai préparé, mais au même moment, je vais pas oser contrer parce que parfois, je vais peut-être avoir peur de brusquer le prospect, je vais peut-être avoir peur de perdre la vente, je vais peut-être avoir peur de finalement que d'être jugé peut-être comme quelqu'un qui va être manipulateur ou ce genre de choses-là. Donc, je pense qu'il y a le côté factuel, j'ai pas préparé l'objection, et puis tu vas avoir le côté, je sais que je devrais dire ça, mais au même moment, je le dis pas, donc pourquoi est-ce que je le dis pas? Ok, trop bien. Ouais, c'est exactement ça. Donc pour revenir à la question, qu'est-ce qui se joue derrière? On le sait aujourd'hui, si vous êtes là, si vous avez un niveau un peu plus avancé en tant que commercial ou closer, toutes ces objections, c'est des écrans de fumée et la seule chose qui est cachée derrière, en fait, c'est des peurs. Maintenant, c'est à vous de creuser et à essayer d'aller comprendre quelle peur se cache derrière. Est-ce qu'il n'a pas suffisamment confiance? Est-ce qu'il n'a pas suffisamment confiance en lui ou en vous? Qu'est-ce qui va jouer à ce moment-là qu'il a besoin, entre guillemets, de réfléchir, ou en tout cas, de prendre un sas de décompression pour examiner finalement tout ce que on s'est dit pendant la phase de découverte ou pendant le pitch de ce que vous avez pu, du coup, le pitcher jusqu'à cette fameuse objection. Vous avez tous des scripts différents. Certains vont parler d'AVIR, d'autres vont parler de AIR. On le sait, le premier, ça va être d'accepter, entre guillemets, accueillir l'objection. Ok. Moi, je dis pas je comprends, parce que du coup, on peut pas comprendre ce qui se passe dans la tête du prospect. C'est plutôt, ok, j'entends, etc. Isoler l'objection, rattachez-le toujours au véhicule de ce que vous présentez. Juste, ok, si on le laisse de côté, est-ce que par rapport à tout ce que je t'ai présenté, donc le véhicule que vous proposez, est-ce que ça fait sens? Oui, on remet de la confiance. On isole l'objection, vous le savez tous, si vous êtes là, c'est que vous savez traiter une objection. On isole l'objection, on la met de côté et on va voir qu'est-ce qui se cache derrière. Ok. Kevin a dit un truc super intéressant juste avant, c'est une objection, ça se prépare pas, ça se contrecarre pas. On va juste comprendre, on va essayer de creuser, savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Et la plupart des closers finalement, et tu sais, c'est la question que je vais te poser, Kevin, là, c'est que selon toi, qu'est-ce qui fait que certains closers vont quand même tout faire pour essayer d'aller comprendre ce qui se joue derrière et aller chercher à faire la vente, et ou pas, parce que finalement on n'est pas maître du sujet à ce moment-là, et que d'autres finalement vont laisser le prospect finalement partir comme ça avec un je vais réfléchir, je vais en parler à ma femme. Donc pourquoi est-ce que certains closers font le mauvais choix? Je pense que ça va se jouer au niveau de ce que tu as entre les deux oreilles. Comme tu le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une peur derrière. Euh, et par rapport à la peur, je pense que tu peux avoir, hein, je me mets en situation, si je vais trop brusquer le prospect éventuellement, ou si je mets les deux pieds dans le plat, à ce moment-là, il y a des chances qu'il se braque et que je perde la vente. Donc, je vais être plutôt gentil, je vais essayer de le brosser dans le sens du poil.
pour ne pas le brusquer et refaire un appel. Et derrière, vu que je vais être gentil avec lui, il y a peut-être des chances que derrière, il m'achète le produit. Est-ce que tu crois que ça fonctionne? À ton avis? Je suis pas sûr. Non. Non, ça peut pas fonctionner parce que déjà, on le sait tous, le prospect, il repart dans son environnement avec ses doutes, ses peurs et tout. Et surtout, en fait, vous avez pas compris à ce moment-là ce qui jouait vraiment pour lui. Donc, on le sait tous, ok, on peut donner mot pour mot des scripts, ok, sur quoi tu as besoin de réfléchir, qu'est-ce que tu retiens de ce qu'on s'est dit, peut-être, est-ce qu'il te demande des informations, etc. Mais ça, c'est juste rester en surface. Votre but à ce moment-là, encore une fois, c'est comme dans votre phase de découverte. C'est de continuer à creuser pour l'aider à voir ce que lui ne voit pas à ce moment-là. D'accord? Oubliez pas qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas en bataille. C'est pas l'un qui gagne, l'autre qui perd. Vous êtes toujours côte à côte. C'est toujours vous et votre prospect côte à côte face à ces challenges et ces problématiques. Votre but à ce moment-là, dans la phase d'objection, c'est exactement pareil que dans la phase de découverte. C'est de l'aider à enlever ses œillères et de l'aider à découvrir c'est quoi la vraie peur qui est cachée derrière. Donc, qu'est-ce que tu pourrais... alors, tout de suite, comme ça, quel conseil on peut donner? Ou non, même, quel exercice on peut donner pour libérer ça? Parce que ça marche très bien, ce qu'on fait, on va pas se mentir, de libérer, en fait, la peur de pas closer, parce que c'est ce qui se joue derrière. Qu'est-ce qu'on pourrait donner aux closers tout de suite? Ils mettent la vidéo en pause, ils font l'exercice. Là, déjà, il faut partir du principe qu'une peur, c'est toujours le fait de percevoir plus d'inconvénients que de bénéfices par rapport à une situation qui peut potentiellement se passer parce que tu n'es pas du tout dans la tête du prospect, soit parce que tu l'as déjà vécu avant, soit parce que tu as déjà vu d'autres closers à qui c'est arrivé et tu te dis, bah, fait chier, eux, ils n'ont pas eu la vente, donc moi également, j'ai pas envie que ça se produise pour moi. Donc là, un exercice qui est tout simple, on vous mettra même une trame en description de la vidéo YouTube, comme ça vous aidera également à le faire. Vous prenez un papier, vous prenez un crayon, vous notez la peur. Donc vous l'écrivez. Donc par exemple, bah, j'ai peur de perdre la vente, ou j'ai peur de brusquer, ou j'ai peur de rentrer en conflit, ou j'ai peur de pas être aimé, ou j'ai peur de ce que vous voulez. Bref, peu importe. Vous le notez. S'il y a plusieurs peurs, vous les notez également. Donc notez, écrire. Et à partir de là, vous la notez. Donc sur une échelle de 0 à 10. Ma peur, elle est à combien? Alors bien évidemment, ça va dépendre où est-ce que vous en êtes dans votre phase de closing. Si vous êtes en début de mois, vous n'avez pas trop la pression parce que vous savez qu'il vous reste encore quelques jours, voire quelques semaines avant de faire votre chiffre. Mais si par exemple, il vous reste une semaine, que vous n'avez pas fait le chiffre et que en plus de ça, il y a la pression de il faut que je vende parce que sinon je vais pas rentrer dans les clous. Là, forcément, la note va être beaucoup plus forte. Donc, vous notez entre 0 et 10. Et là, ce que vous allez simplement vous poser comme question, et cet exercice, il est complètement paradoxal, et la première réponse que vous allez me sortir, c'est il peut pas y en avoir. Et je peux vous garantir qu'il y en a. Et si vous vous posez cette question-là et que vous dites qu'il n'y en a pas, c'est la raison pour laquelle vous devez aller les chercher. Posez-vous simplement la question, quels seraient les bénéfices pour moi à ce que ma peur se produise? Vous allez chercher en quoi ça va vous permettre d'améliorer vos compétences, vos capacités, de qui vous allez vous rapprocher, par qui vous allez être soutenu, en quoi ça vous rend plus fort, en quoi ça me rend un meilleur closer, etc., etc., etc. Et vous en listez un minimum de 10. À partir de là, vous allez faire l'inverse. Imaginez que vous closez et qu'au même moment, la peur ne se produise pas. Quels seraient les inconvénients pour vous? En quoi vous n'allez pas devenir un meilleur closer? Qu'est-ce que vous n'allez pas apprendre? Qu'est-ce que vous n'allez pas remettre en question? Etc., etc., etc. Et vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, vous allez renoter votre peur, donc pas l'écrire, hein, la renoter. Si elle était à 8 sur 10, je peux vous garantir qu'au bout de 2 bénéfices et 2 inconvénients, il y a de fortes chances que si vous étiez à 8, vous êtes au minimum descendu à 6, voire 5. Bien évidemment, on parle de bénéfices concrets auxquels vous croyez, c'est hyper important pour l'exercice. Et pour l'exercice, allez pas lister, on voit trop de personnes le faire quand on est en coaching. Les inconvénients, faites pas juste l'inverse des bénéfices que vous avez notés dans la première partie. Essayez vraiment d'aller en chercher d'autres. Posez-vous les questions, que ce soit pour vous également, pour votre prospect. D'accord? Parce que souvent on pense qu'à nous, mais ce serait quoi les bénéfices de pas closer pour votre prospect? Et vous allez voir que derrière, vous allez vraiment vous lâcher la grappe par rapport à ça. Et on dit souvent aux gens d'être détachés de la vente. Soit détachés de la vente, mais on se demande toujours comment on y est, comment on peut y arriver. Faites cet exercice. Et je vous garantis que vous allez réussir à être détaché de la vente. Parce que vous allez passer de votre mental à non, mais c'est bon, je démarre mon call, j'ai pas besoin de cette vente. Ouais, mais ça, c'est dans votre tête, à dans votre corps l'intégrer. Et ce qui va se jouer, c'est que votre posture, les mots, le flow, la tonalité que vous allez utiliser, elle va être complètement différente. On vous dit toujours, booste ta tonalité, ralentis, etc. Mais quand on a l'excitation qu'elle a, on n'y arrive jamais.
le fait de le descendre du mental et dans le corps et de le dépolariser complètement et de le collapser, bah, c'est là où vous arrivez vraiment à être détaché de cette vente. Ok. Ouais, Donc, si je peux c'est faire un vraiment la parallèle clé d'être avec, détaché pour les objections, quoi. si je peux faire un parallèle, moi qui ai beaucoup boxé, où on te dit non, mais ne stresse pas, tout va bien se passer. Dans ta tête, tu dis, mais non, je vais pas stresser, mais quand tu montes sur le ring, je peux te garantir que consciemment, tu dis, faut pas stresser, mais tout ton corps est en mode stress. Donc ça sert absolument à rien. Donc il y a Ah, c'est toujours ce comme quand... côté conscient à inconscient, en fait, qui est hyper important. C'est même si vous vous dites, je suis détaché de la vente, bah, factuellement, tu y es pas. Donc hyper important cet exercice. Vous allez vraiment sentir un avant et un après. Carrément. On enchaîne. On s'était posé pas mal de questions, justement. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous également, le but, c'est que ces vidéos soient également interactives. N'hésitez pas à nous poser en commentaire des questions à laquelle vous aimeriez qu'on puisse répondre dans les différents podcasts. Donc, prochaine question que j'aimerais te poser, Julien, c'est comment est-ce que toi, tu vas faire la différence entre un prospect qui a réellement besoin de temps et quelqu'un qui va essayer finalement en fait, il a tout simplement pas envie d'y aller et il te met l'objection pour se dire, ok, laisse-moi tranquille, j'ai envie de raccrocher, tu me saoules. En gros, je caricature. C'est hyper intéressant. Je me suis posé cette question il y a pas longtemps et j'ai repris des calls de certains closers qu'on m'avait envoyés et j'ai repris certains de mes calls pour analyser la situation. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en étant 100% honnête avec moi-même, et donc si vous regardez vos calls, soyez 100% honnête avec vous-même, c'est la seule manière où vous pourrez progresser en closing, vous le savez. En étant 100% honnête avec soi-même, on le sait en fait avant même que ça arrive. Pourquoi? Si vous sentez que votre phase de découverte, elle n'a pas été impactante, si vous sentez que votre phase de découverte, à un moment donné, vous sentez que vous êtes resté en superficie et que vous n'avez pas réussi à creuser, si vous sentez que vous avez pitché juste pour vous débarrasser du truc en disant bon, de toute façon, j'y arrive pas, vas-y, je pitch, je verrai bien ce qui se passe, ça n'a jamais fait des ventes, soyez honnête avec vous-même. Donc si vous sentez qu'à un moment donné, il n'y a pas eu d'impact, il y a un détachement du prospect, alors certains peuvent être détachés, attention, hein, je dis pas ça, mais en fait, en vrai, vous le savez. Si il y a un petit rire un peu ironique, s'il y a un petit rire jaune aussi, des fois, ben on le sent. C'est des choses finalement, si on est connecté à soi-même, c'est des choses qu'on va sentir. Si le prospect rigole, si le prospect bon bah je vais réfléchir. Ok, à ce moment-là, vous le savez, sautez les deux pieds dans la mare. C'est peut-être ça que tu cherchais tout à l'heure comme expression. C'était les deux pieds dans le plat, les deux pieds dans le Les plat. deux pieds dans le plat, c'est ça. Ah, on a tout En dit, c'est vrai, vrai. en vrai, on le sait. Si on est honnête avec nous-mêmes, on le sait. Quand c'est un bon, bah, je vais réfléchir qui sort spontanément comme ça, c'est que c'est un écran de fumée. Donc, je pense qu'il faut se remettre en question. C'est de se dire, c'est limite, mais il faudrait arriver avant le pitch, ça. Moi ça, quand ça m'arrive maintenant, je sais que je ne pitche plus. Et je m'arrête parce que il me manque des infos. Je prévois un R2. Et je repars sur de nouvelles bases, je réécoute le call, j'analyse, etc. Et j'essaie de refaire un nouveau call ou de recreuser et tout. Et je suis honnête avec mon prospect, je dis, écoute, je pense que la dernière fois, on a eu du mal à bien se connecter. Moi, écoute, il m'a manqué des informations. Je pense qu'on n'est pas arrivé à un certain... Ouais. Et le prospect, il va trouver ça vraiment, la plupart du temps, agréable. Et du coup, vous allez repartir, entre guillemets, sur un nouveau call. Vaut mieux arrêter le call plutôt que d'essayer à tout prix on se dit, vas-y, j'ai 1 heure, je vais quand même essayer de tout donner, en fait, pour faire une vente parce que ça marchera pas. Donc je pense que si on revient par rapport à ce que tu demandes, je pense qu'en fait on le sait. Au fond de nous, on le sait quand c'est un vrai truc où il y a un vrai besoin ou quand c'est juste pour esquiver. Euh, Vous le savez, combien de fois un prospect, quand vous êtes arrivé au prix, il vous a pas dit si le prix était cohérent, il dit on peut payer en plusieurs fois? Ça, typiquement, c'est une esquive. C'est une esquive parce qu'en fait, un prospect qui vous demande tout de suite ça, il veut juste diminuer en fait le coût dans sa tête de ce que le risque finalement. Donc et la plupart du temps, ça va pas closer. Donc vous pouvez revenir, OK, qu'est-ce qui se joue pour toi de payer en plusieurs fois? Qu'est-ce que ça changerait pour toi? Ça, c'est des questions que j'aime bien poser. Qu'est-ce que ça changerait pour toi? Même si je vais réfléchir, ouais, j'entends, juste qu'est-ce que ça changerait pour toi? Et là, il va vous donner potentiellement la vraie objection. Et s'il reste encore en superficie là-dessus, c'est que la relation, elle a pas été bonne depuis le début et qu'il se sent pas suffisamment en confiance avec vous à ce moment-là pour pouvoir vraiment se livrer et aller creuser en fait sur la vraie douleur qui se cache derrière. Pour moi, c'est vraiment ça en fait. Entre l'esquive et le vrai truc qui se cache derrière. Donc finalement, il y a quand même une grosse partie posture, d'après ce que tu me dis, c'est-à-dire Ouais. que ça se joue dès le début de la vente. Enfin, le début de la vente, le début du call, le prospect. Alors, on parle bien évidemment d'un prospect qui est qualifié.
pas un touriste qui est arrivé là parce Oui. qu'il a vu de la lumière, mais sur un prospect qui est qualifié, ce qui va faire la différence à la fin, hormis le côté script, parce que le script, la plupart des closers, notamment vous qui regardez cette chaîne, normalement, vous les connaissez, mais c'est vraiment dans la posture qui fait que je vais y aller avec cette personne-là ou je vais pas y aller. Et moi, j'aime beaucoup prendre cet exemple-là. C'est un truc que je donne également quand je donne des cours en marketing. Euh, Imagine, tu vas acheter un jean, par exemple, et le jean, il est peut-être, allez, un tout petit peu au-dessus de ton budget. Tu avais prévu 80 balles, il est à 110 balles. Eh ben, si la vendeuse ou le vendeur fait bien son job et qu'elle était super sympa, qu'elle t'avait des bons conseils et que tu sentais que la personne, elle était là, qu'elle aimait son truc, et en plus, elle t'a dit, ah, il te moule bien les fesses quand même, hein. Il y a des chances que le jean, tu l'achètes à 110 balles. Maintenant, le même jean, tu avais prévu 80 balles, tu en as un qui te plaît mais qui est à 60 balles. Le vendeur, il a été exécrable ou tu n'as pas eu le fit avec le vendeur. Bah, il y a des chances que simplement parce que tu n'as pas aimé le vendeur, Mm. eh ben, en fait, tu vas pas acheter le jean et tu iras l'acheter ailleurs, même s'il est plus Ah cher. non, clairement. Clairement. D'où le fait, et je te rejoins, c'est une posture dès le début de l'appel. Et quand on dit posture dès le début de l'appel, c'est pas juste poser le cadre, juste l'idée l'appel, poser des questions. Moi maintenant, je vois vachement le truc où dans les calls de vente, c'est vraiment, ça c'est un pote qui me l'avait dit, c'est moi, et je le dis au prospect. Je dis, écoute, c'est pas un call de vente traditionnel, limite, c'est vraiment, dis-toi que c'est toi, moi, côte à côte, face à tes challenges et tes problématiques. Oui, je vais te poser des questions qui potentiellement vont piquer parce que tu te les ai jamais posées. Mais c'est mon rôle aujourd'hui que de t'aider à voir les choses et là où tu as envie d'aller. Et les gens apprécient cette transparence. Et puis je pense que c'est vraiment ça. T'as ton prospect qui s'assoit sur un banc à côté de toi. C'est comme si tu le prends par le bras, là, par l'épaule, et tu veux vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue pour lui en fait. Qu'est-ce qui fait qu'il a pris un rendez-vous? Qu'est-ce qu'il vit dans sa vie aujourd'hui qu'il a un besoin d'en parler à quelqu'un pour éventuellement voir s'il y avait une solution qui existait. Et la vente, elle va naturellement découler de ça. Et si vous changez vos appels avec cette posture de dire, je veux vraiment pas, on le dit tous, il faut écouter pour comprendre et pas écouter pour pitcher, par exemple. Ah, mais c'est vraiment ça, c'est cette posture de dire, viens, viens, vas-y, je veux vraiment comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'on se parle aujourd'hui, en fait? Qu'est-ce qui fait que tu as vu un truc, dans ta vie, il y a un truc qui va pas, au point que tu as pris 1 heure de ton temps pour en parler à quelqu'un, pour peut-être trouver une solution? Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, tous les prospects savent que c'est un call de vente, quoi, faut arrêter. Mhm. Donc, quand on arrive avec cette posture d'aide et d'entraide, bah, ça change tout. Et à la fin, du coup, les objections sont juste comme le déroulé, en fait, finalement, de l'appel, quoi. Mhm. Et un truc, moi, qui m'a beaucoup aidé également comme mantra que je me mets, alors moi, je le fais avant le coaching, véritablement, pour pouvoir aller vraiment challenger le client, c'est, je suis pas là pour être aimé, je suis là pour servir la personne. Et Ouais. je m'en fous de pas être aimé. Je suis pas là pour me faire un ami. Et je sais que parfois, moi, ça m'a posé problème dans le coaching, notamment parce que je voulais pas que les personnes m'aiment pas. Tu vois. Donc, des fois, j'étais un peu trop doux. Et puis, on m'a fait le reproche, mais en fait, Kevin, tu m'as pas challengé. Moi, je voulais être challengé. Et là, j'ai fait, oh putain. Et donc, à la fin, je me suis dit, OK, bah là, si je sens un truc, je vais le dire sans problème. La personne peut me détester. J'en ai rien à foutre. Et à partir de là, ça a changé ma posture et mes coachings sont passés à un niveau supérieur. Et c'est pareil dans le closing. Si tu pars en te disant j'ai peur de pas être aimé, que la personne me raccroche au nez ou bref, peu importe, tu n'auras pas le meilleur closing. Si par exemple tu dis je suis là pour challenger la personne, je suis là pour la faire réagir et je suis pas là pour être aimé, à ce moment-là, ta posture va être complètement différente. Tu vas oser des choses que tu n'aurais peut-être pas osé et donc forcément tu vas avoir des résultats qui vont être différents. Carrément. Et si ça, quand vous écoutez ça, vous dites non, mais moi je peux pas parce que X ou Y, notez-le. Typiquement, encore une fois, par effet miroir, c'est un sujet que vous avez besoin de bosser pour monter votre leadership, monter votre posture, pour devenir des meilleurs closers. Et on va pas se mentir, à la fin, c'est aussi faire plus de commissions, quoi. Parce qu'on est là pour ça, Mm. quoi. Ouais, j'ai peur de passer pour closer, j'ai des conneries, closer tu l'es, arnaqueur, manipulateur, malveillant, tu vois, tout ce jargon-là. Et ça pourrait être intéressant, si vraiment vous voulez, vous pouvez nous les partager également en commentaire, ça pourrait être intéressant de savoir qu'est-ce qui se trame entre vos deux oreilles. Et dites-vous que c'est ça, généralement, au-delà du script, hein, parce que ce qui est important, c'est pas que le script, c'est la manière dont c'est pas ce que vous dites, c'est également la manière dont vous le dites qui va être hyper importante. Moi, je parle du principe que derrière, si quelqu'un t'appelle, tu sais si la personne a fait la gueule, tu sais si la personne a souri, tu sais si la personne derrière, elle est en train de regarder la télé et au même moment où elle te parle. Tu le sens tout ça, de manière consciente ou inconsciente. Donc, si toi, tu es dans cette démarche-là, également, ton prospect, d'une manière ou d'une autre, va le sentir et Ouais, va clairement. réagir en fonction d'eux. Euh,
Allez, dernière question. Donc, cette personne-là, finalement, a dit, je vais réfléchir. Donc, elle va réfléchir pour le coup. Comment est-ce que toi, tu gères l'après sur le follow-up sans passer ou paraître, et ça pourrait être intéressant également de travailler là-dessus, de paraître pour quelqu'un qui va être lourd, quelqu'un qui va presser également la personne, qui va revenir vers la personne. Ouais. Ça, c'est un travail que j'ai eu personnellement, beaucoup de mal à faire quand je closais. Enfin, je close toujours, hein, d'ailleurs. Que j'ai amélioré ces derniers mois. Pour moi, le premier sujet maintenant qui a fait une différence et que j'ai littéralement augmenté en fait mes taux de présence sur mes R2 ou mes follow-up à closer, c'est un récap en fait de l'appel. Donc tous les appels sont enregistrés. Il y a des outils d'intelligence artificielle aujourd'hui qui permettent déjà également d'analyser les appels, de voir ce qui va pas. Le transcript, vous pouvez le prendre, vous pouvez... alors moi, par exemple, typiquement, j'ai une IA qui va analyser. Je vais comprendre ce qui s'est joué dans mon appel et je vais travailler un message de follow-up avec une première séquence de résumé en fait de l'appel en quelques lignes. D'où se situe mon prospect? Quelle est la suite en fait à cet appel de manière très factuelle? Première chose, il se sent entendu et compris. Il n'y a que l'IA qui permet de le faire parce que vous ne pouvez pas vous souvenir de tout ce qui s'est dit pendant l'appel. Vous prenez le transcript avec votre Fatome ou avec n'importe quoi, vous le mettez dans une IA et typiquement, bah, ça va tout analyser. Donc ça, c'est juste banger en fait. Je ne peux plus m'en passer. J'ai des retours, les gens me disent ah ouais, mais c'est complètement ça. Boum, le prospect déjà, il se sent entendu, compris. Aucun commercial le fait. Donc déjà, vous vous démarquez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, j'essaie toujours de lui donner un CTA à la fin. Donc un petit exercice à faire, une action à faire, que ce soit avant notre R2 ou que ce soit même sur du follow-up. Donc du coup, quelques jours après, je vais revenir pour avoir les réponses potentiellement à l'exercice qu'il a fait. Ok, je venais voir en fait où t'en étais. Est-ce que tu peux me partager par exemple les réponses? Et on n'arrive pas en mode alors t'en es où dans ta réflexion? Ça a jamais fonctionné. Sinon, soit il va pas répondre, soit il va vous envoyer chier. Donc ça marche pas. Donc un exercice à faire, très simple, mais qu'il ait du travail à faire en attendant votre R2. Et on le laisse pas, en fait, 2, 3, 4 jours, une semaine, en fait, sans nouvelles. Donc, moi, j'aime bien envoyer un message tous les 2 à 3 jours maximum en fonction du délai du follow-up pour demander qu'est-ce qui s'est joué, en fait, depuis l'appel, qu'est-ce que ça résonne, enfin, qu'est-ce que ça a éveillé en lui, les réponses à l'exercice qui me les partage. Et le troisième sujet, c'est de continuer le follow-up en envoyant des messages, en apportant de la valeur, sans attendre de retour. Ça, pour moi, c'est la clé aujourd'hui. C'est soyez détachés, n'attendez pas de retour, en fait. Il y a des closers qui le font très bien, où ils peuvent vous montrer des mois et des mois et des mois et des mois d'apport de valeur, en fait, au prospect, sans jamais de réponse, et des fois une vente qui fait 6 ou 12 mois après. Donc, pour arriver à ça, c'est de se détacher, encore une fois, de la vente, mais de se détacher d'avoir besoin d'un retour. Donc moi, je dirais, c'est un travail sur soi aussi, de se dire, d'être capable, d'être à l'aise avec le fait d'envoyer quelque chose et de pas attendre de retour. Ou de pas recevoir de retour. Souvent, ce qui peut jouer, c'est non mais putain, vas-y, réponds-moi quoi en gros. Ok, qu'est-ce qui fait que ça t'agace que la personne te réponde pas en fait. Et une fois que tu es à l'aise avec ça et que t'en as, désolé du terme, mais plus rien à, on va dire fiche, bah en fait t'es complètement détaché et tu peux envoyer des messages. On le dit toujours, la vente se finit soit quand c'est closé et encore, il faudrait garder le lien avec ton prospect pour la suite. Mais la vente se termine soit quand tu te fais raccrocher ou quand tu te fais bannir complètement, qu'on ghost et que, enfin, pas qu'on ghost, qu'on bloque ton numéro ou que littéralement on te demande de supprimer le numéro de téléphone en fait. Tant qu'on t'a pas demandé ça, tu continues. Donc, il y a beaucoup finalement de gestion émotionnelle sur comment est-ce que je me sens par rapport à la vente. Bah, complètement en C'est fait. comment tu le vis au final et comment tu arrives à être détaché pour te dire je peux envoyer pendant 1 an, je m'en fous en fait, ça fait partie de mon process, c'est qu'une tâche, elle est Ouais. simplement neutre et j'ai pas de comment dire de charge émotionnelle en rapport avec ça, ce qui fait que derrière bah forcément à la fin de la journée, tu es quand même beaucoup plus serein et C'est ça. apte à enchaîner sur d'autres calls. Ouais, parce qu'en fait, t'as fait tes tâches, comme tu dis. C'est un peu comme dans t'as une to-do list, tu l'as fait, peu importe le résultat. Le résultat, tu le maîtrises pas. Les actions que tu fais, les perceptions que t'as des situations, les décisions et les actions que tu prends, tu les maîtrises. Le résultat, tu le maîtrises pas. Donc, du coup, moi, ce qui s'est joué, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui m'agace, en fait, que j'ai pas de retour?
Que ce soit en pré-qualif ou en follow-up, parce qu'en fait, c'est le même sujet. Que ce soit les no-shows, les gens me répondent pas et les gens viennent pas sur les appels. Qu'est-ce qui m'agace? Ils me font perdre mon temps, c'est un manque de respect. Enfin, ça, c'est propre à chacun. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous agace? Et là, vous aurez une piste de travail, en fait, sur comment vous pouvez lâcher cette charge émotionnelle-là. Et une fois que la charge émotionnelle, elle est plus là, en fait, c'est juste une tâche, en fait, quoi. C'est comme si je prenais mon petit déjeuner et je prends mon petit déj, je sais que le matin, on se lève à telle heure, on prend le petit déj, et ensuite, je fais les activités et c'est parti, en fait. J'ai plus d'animosité ou j'ai plus d'excitation par rapport au sujet, quoi. Ouais, ça devient une habitude, pour le coup. Exactement. Et pour moi, ça a complètement transformé, transformé les follow-up. Et vraiment, si je pouvais vous donner un tips et gardez-le, c'est ce message de, pas forcément dans l'heure, mais dans les quelques heures qui suivent ou le lendemain. Écoute, je me suis repenché, j'ai repensé à notre échange. Hello Kevin, j'ai repensé à notre échange. Ce qui m'a marqué, c'est ta 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 ta. T'es une personne ta 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 ta. Tu m'as dit que ta 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 ta. Voilà où t'en es. Et en plus, tu peux remettre de la douleur parce que du coup, tu le replonges dans là où il en est aujourd'hui. Moi, je voudrais te partager un exercice à faire. En attendant notre rendez-vous de la prochaine fois, dès que tu l'as fait, n'hésite pas, tu me fais une capture d'écran, tu me fais une photo, tu me l'envoies, ça me fera plaisir de pouvoir lire tes réponses, quoi. Combien de closers le font? Dites-le nous Ouais, dans les commentaires. Est-ce que ouais, vous le dites-nous dans les faites? Est-ce que vous ne commentaires, le ouais. faites pas? Franchement, et ça change tout, en fait. Ouais, et c'est la relation qui va complètement changer parce que tu fais le pas supplémentaire que les autres ne font pas. Et dans une industrie quand même assez concurrentielle, ben, si toi tu fais le pas supplémentaire et qu'en plus ça te prend pas de charge mentale, bah, tu as un avantage concurrentiel sur tous les autres closers qui vont pas faire ça. Exactement. Merci pour cette vidéo. Ça fait un petit moment déjà. On va vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont les sujets que vous voudriez qu'on traite. Dites-nous également comment vous traitez ces objections, mais surtout qu'est-ce qui se joue pour vous au moment de ces objections. Est-ce que vous vous dites, putain, c'est bon, c'est parti, je vais me régaler, ou est-ce que vous perdez complètement en fait votre posture à ce moment-là et vous commencez à trembler? Et si intérieurement vous commencez à trembler, extérieurement c'est sûr que vous tremblez et votre prospect le ressent aussi, donc n'hésitez pas. Si vous voulez aller plus loin, vous trouverez un lien dans la description. On travaille énormément sur les blocages identitaires. Si vous voulez qu'on fasse un point directement avec moi pour savoir si votre blocage aujourd'hui, il se joue dans votre script et dans vos techniques de closing, ou est-ce que c'est un blocage identitaire et un plafond de verre invisible, on vous le dira. Et au moins, vous repartirez avec de la clarté et un plan d'action pour pouvoir avancer. À très vite. À bientôt.